Hey, salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de coder et je vous propose de coder une petite API en F#. On va voir ce que ça donne, on va faire un truc très simple pour présenter F#. Si tu connais pas la chaîne, bienvenue sur Bumble Dev. Ici on code et on parle aussi de choses qui tournent autour du code. Aujourd'hui, je vais parler d'F# parce que c'est un des langages que je préfère et je vais vous montrer comment faire une petite API web REST en F#, donc en .NET. F# c'est un langage .NET. Si tu connais pas le F# et que tu connais pas le .NET, je vais essayer d'expliquer au maximum, mais cette vidéo est plutôt dédiée à des gens qui connaissent déjà un peu le .NET et le C#. Et on va voir comment finalement c'est très simple de faire du F#. Donc je vais directement ouvrir VS Code et ce que je vais faire c'est commencer par créer un dossier. Donc je vais faire un petit mkdir todo web API. Hop. Et on va utiliser la CLI de .NET pour créer le projet. Et la CLI de .NET est vraiment bien faite. Il suffit de faire un .NET New, le type de projet, donc web, et le langage qu'on veut utiliser. Je vous rappelle qu'en .NET, il y a plusieurs langages. Les trois les plus connus, c'est évidemment C#, F# et VB. Et aujourd'hui, on va coder en F#. Donc il suffit de mettre -lang F#. Ça va me créer directement le projet, l'initialiser, restaurer les packages. Et une fois que ça c'est fait, on va lancer l'application pour vérifier que tout fonctionne. Sur mon poste, je suis en .NET 5, donc la dernière version aujourd'hui de .NET. Une fois que le restore est terminé, on va donc lancer tout simplement avec la commande .NET Run. Ça va me lancer un serveur web et on va vérifier que ça fonctionne. Et pour ça, je vais le faire sans quitter VS Code. Voilà, j'ai bien mon Hello World qui s'affiche. Donc tout fonctionne. On va pouvoir passer maintenant au refactoring du code. D'abord, je vais ouvrir le dossier que je viens de créer. Hop, to do, tac. Alors, par défaut, ça m'a créé deux fichiers. Il y a le programme, il y a le programme qui est le point d'entrée, qui contient le point d'entrée, et il y a le startup qui va configurer l'application. Ça marche très bien. On va remanier tout ça. Avant de commencer à toucher le code, je vais rajouter deux packages. Je vais utiliser Entity Framework qui est un ORM et je vais l'utiliser parce qu'il a un provider, un fournisseur in-memory et là je vais utiliser ce fournisseur. Je lance une fois de plus ma ligne de commande et je vais taper la ligne .NET Add Package et le nom du package, donc Entity Framework in-memory. Voilà, et je vais installer un deuxième package qui s'appelle Ply et qui permet de faire fonctionner F# facilement et simplement avec des tasks. Donc les tasks qui sont l'élément de base pour faire de l'asynchrone en .NET. Cependant, en F#, on avait déjà de l'asynchrone qui était là bien avant les tasks et qui utilise le principe d'async. Et ce package va me permettre de rendre les choses compatibles facilement. Donc j'installe le package Ply. Maintenant qu'on a les packages installés, je vais commencer par ouvrir les bons namespaces et les modules directement dans le fichier programme. Donc il y en a quelques-uns, il y a tout ce qui concerne ASP.NET Core et il y a Entity Framework et il y a Ply dans F#control.task. Premier petit refactoring que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir deux fichiers, je ne vais pas utiliser le startup, je vais utiliser directement le configure dans programme. Et donc ce que je vais faire, je vais remplacer cette ligne qui utilise le startup par une ligne qui utilise le configure. Globalement, c'est un copier-coller de l'autre fichier du startup. On retrouve les mêmes choses, le use routing et la configuration des endpoints qui sont là, sauf que j'utilise directement dans le point d'entrée. Ça va être plus simple pour notre utilisation. Je peux maintenant supprimer le startup. Dans le fichier de projet, j'enlève la compilation de ce fichier. On n'a bien plus que ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une autre commande .NET, .NET Watch Run, et ça va compiler.
en permanence mon code et je verrai s'il y a des problèmes. Ah, et il y a un problème. Premier problème, hop. Voilà. On voit que la compile s'est relancée, j'ai corrigé le problème. Et si je refais une preview, on voit que ça continue de fonctionner très très bien. Ok, super. Alors, je vais refactorer encore un peu plus. On va essayer d'avoir une seule méthode. Je vais changer le main. Je vais tout mettre dans le main en fait. Donc, on va pas se prendre la tête. On va changer ça. Tac, voilà, tout est dans le main. C'est exactement le même code, sauf que au lieu d'avoir extrait la fonction, j'ai tout mis au même endroit. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'extraire plutôt cette fonctionnalité, hop, qui est la configuration des endpoints. Et pour ça, on va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler configureRoute. Et qu'est-ce que fait configureRoute? Ça prend le builder, donc le builder qui est celui-là, et ça fait la même chose. On va créer une nouvelle fonction. Ici, je crée une nouvelle fonction qui prend 2 paramètres, mais qui n'a pas besoin du paramètre builder. Il va être automatiquement utilisé dans la fonction, je n'ai pas besoin de le repréciser à l'appel. C'est le genre de principe qui est très pratique en fonctionnel. Le paramètre qu'on veut, c'est le pattern et l'action, le délégué, l'action qu'on veut réaliser. Ici, Hello World, et le Hello World, finalement, c'est cette partie. Donc, je vais l'extraire. On va créer une autre méthode que je vais appeler Hello World et qui fait exactement ce qu'il y avait avant. Voilà, ça compile. On va vérifier que ça marche toujours. Hop, ok, ça fonctionne, déjà parce que je n'ai pas utilisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ce nouveau configure. Et pour faire ça, on va tout simplement enlever tout ça. Tac. Et on va appeler configureRoute. Malheureusement, ça ne marche pas parce que endpoint attend une action. On va encapsuler notre fonction dans une action. Voilà. Et ici, j'ai créé une action à partir de cette fonction. Et maintenant, mon code est compatible. J'utilise bien ce code-là. Si je réouvre la preview, tout est toujours fonctionnel. Ok, très bien. J'ai fait un peu de refactoring, mais j'ai rien créé de nouveau, à part mon get. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ce que je vous propose, c'est d'extraire la création de cette fonction dans un autre module. On va créer un nouveau module qu'on va appeler web et qui va avoir un type routeur qui va contenir finalement cette fonction et une autre fonction qui est createRouter qui crée la fonction en question. Donc c'est le même code qu'il y a ici. Du coup, je vais ici l'appeler let up. Voilà, j'ai créé mon routeur. Alors ici, on a un type record. Donc un type record, c'est des propriétés qui sont forcément initialisées. Et ici, ce que je fais, c'est que je fais un destruct de ce record. Et donc, je dis que je vais mettre get dans une valeur qui s'appelle, un label qui s'appelle get. Voilà, donc le code continue de fonctionner. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter enfin notre API. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau endpoint sur API/todo et on a besoin de créer le nouvel handler getToDo. Avant de pouvoir créer le nouvel handler, je vais m'occuper de la partie data, donc avec Entity Framework, et pour ça, je vais aussi créer un module à part que je vais appeler data. Dans ce module, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la définition de ce qu'est un to-do. Donc là aussi, j'ai un record. J'ai rajouté un attribut sur ce record qui est CLI mutable. Ça veut dire que quand votre binaire, en termes de langage intermédiaire,
est exécuté, tous les champs sont mutables. Donc, ça veut dire que tous les champs sont mutables dans la CLI et Entity Framework utilise des mutations sur les types qui sont utilisés au sein de votre contexte. Cependant, les champs restent immutables du point de vue F#, et si je veux faire muter certains champs, il faut que je rajoute le mot-clé mutable devant chacune des propriétés qui ont besoin d'être mutées. Deuxième partie, c'est le contexte, c'est propre à Entity Framework. On va travailler autour d'un contexte. Ce contexte va contenir une seule propriété qui est to-do, la collection de to-dos. Et en fait, sur cette collection, vous allez faire des manipulations, des ajouts, des lectures, des suppressions, des updates. Et vous allez travailler sur ce contexte. Ici aussi, j'ai une syntaxe assez particulière qui est propre à Entity Framework et qui est imposée par le framework en lui-même. Entity Framework est configuré. Ici, j'ai dit que j'utilisais du in-memory et donc je configure le fournisseur in-memory en précisant le nom d'une base in-memory qui ici sera to-dos, mais peu importe. Une fois que le contexte et les types sont définis, j'ai oublié de préciser, mais j'ai mis des auto-open sur les modules, ce qui permet de ne pas avoir besoin d'ouvrir explicitement les modules. Ils vont être directement ouverts et je vais pouvoir directement utiliser to-do ou dbContext. On va maintenant créer le handler pour les to-do et d'ailleurs je vais créer aussi un module à part handler. Ça va me permettre d'organiser un petit peu le code. Alors, comment fonctionne cet handler? Un handler va tout simplement récupérer le contexte HTTP et sur le contexte HTTP, vous pouvez écrire dans la réponse et lire les paramètres de la requête. Ici, j'ai pas de paramètres en requête. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en JSON dans la réponse. Ici, j'utilise Ply. J'utilise Ply et Entity Framework, mais on va d'abord s'intéresser à Ply. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une computation expression. Ça permet de faire du code qui est très proche des monades ou monoïdes. Et en fait, dans mon cas précis, je vais utiliser des tasks. Vous ne voyez pas de mot-clé await parce qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, j'ai des let bang ou des let point d'exclamation qui sont différents des let de base et à chaque fois que je vais utiliser un let point d'exclamation, ça va faire comme si j'avais rajouté le mot-clé await en C#, mais ici ce n'est pas nécessaire, ça le fait pour moi et ce que je récupère dans to-do, c'est bien une collection de to-do et non pas un task de to-dos, de liste de to-dos. Pareil pour le return, ici ça va automatiquement faire un await avant de retourner la valeur. Et c'est un unit task parce que la task ne renvoie pas de valeur, ça me permet juste d'attendre les réponses qui sont faites en I/O. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée un contexte, on va appeler sur la collection des to-dos de ce contexte list async, ça va me renvoyer toute la liste et je vais écrire cette liste en JSON directement dans ma réponse. On va tester ça et pour tester ça, j'ai un petit fichier request et j'utilise un plugin qui s'appelle REST et qui va me permettre d'exécuter ces requêtes. Donc là, ce que je peux faire, c'est exécuter par exemple la première requête Hello World, mais je peux surtout exécuter cette nouvelle requête et on voit que ça me renvoie une collection vide, un tableau vide de to-dos. Donc ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'ajouter le endpoint pour créer un to-dos. Donc on va retourner ici et ce qu'on va faire, c'est que cette fois je vais faire un post sur l'URL API to-dos et je vais devoir créer un handler create to-dos. Donc comme tout à l'heure, je remonte ici et je vais créer un create to-dos qui lui aussi prend évidemment le contexte HTTP, lui aussi est une computation expression de type unit task, donc une task qui ne renvoie pas de valeur. Première chose que je fais, c'est que je vais lire les paramètres qui me sont donnés dans la requête en JSON depuis le body et ça va me créer un to-do. Donc là j'utilise le même modèle pour les datas et pour le view model JSON.
On est dans une appli qui est très simple, je vais au plus simple. Évidemment, si vous faites de l'hexagonal ou de l'oignon ou n'importe quoi, on va plutôt avoir des modèles différents et une architecture du domaine qui va être le plus pur possible, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai donc mon to-do, je crée mon contexte, j'ajoute mon to-do actuel dans ma collection de to-dos du contexte et je sauvegarde le tout. Dans la réponse, je renvoie un statut 204 qui est un no content. Ça veut dire que mon to-do a été rajouté à la collection. Et on va maintenant terminer par gérer le post. Tout à l'heure, je n'ai créé dans mon routeur que le get. On va maintenant rajouter les autres verbes qui vont m'intéresser, à savoir le post et le delete. Et donc on va modifier cette partie pour avoir nos trois verbes gérés. Donc ici tout simplement j'ai rajouté post et delete dans le type router et je les créé et je peux les utiliser un peu plus bas. Il faut évidemment que je récupère ces valeurs. Donc post, ça sera post et delete, ça sera delete. Voilà, mon post est maintenant utilisable. On attend que ça compile et on va faire un petit test. On va tout simplement vérifier que la collection est bien vide. Elle est vide. Et je vais créer un to-do. Voilà, 204 no content, ça veut dire que ça s'est bien passé. Je vais rafficher ma collection. J'ai bien mon to-do qui a été créé. Je vais sauter directement à l'étape où toutes les routes sont configurées. Hop, on retrouve toutes les routes que je veux utiliser. Et donc il nous en manque 3. Que je vais créer tout de suite. On a le get to do qui va permettre de récupérer un to do spécifique. On a update completed qui va changer l'état de la complétion du to do. Ici, ce qui est différent par rapport à ce que j'ai fait précédemment, on va récupérer la valeur de l'ID depuis les paramètres de route, donc dans le path de votre requête. Je récupère la valeur directement depuis le chemin et je convertis en int. Vous allez me dire, ok, mais d'où vient ID? Eh bien, en fait, vous avez un template ici et j'ai défini ici ID comme étant un entier. Donc, on va récupérer cette partie et ce sera ça qui va identifier l'ID de notre to-do. Une fois que j'ai l'ID, je vais recréer mon contexte. Je vais essayer de trouver le to-do en question. Si il n'y en a pas, c'est tout simplement un 404, not found. Par contre, s'il y en a un, je vais exécuter les choses qui m'intéressent. Donc sur le get, je vais tout simplement l'écrire dans la réponse. Et sur le update, je vais modifier une de ces valeurs, le isComplete, et je vais sauvegarder la collection et renvoyer un 204. Sur le delete, dernière étape. Hop. De la même façon, on récupère l'ID, on va essayer de trouver le to-do. S'il n'existe pas, c'est du 404 not found. S'il existe, je le remove de la collection des to-do depuis le contexte. Je sauvegarde le contexte et je fais un 204. On va essayer tout ça en utilisant mon petit fichier de requête. Vérifions qu'il n'y a rien. Hop. Il n'y a rien dans le tableau. Je crée un premier to-do. Je rappelle cette requête, le to-do existe bien. Si j'essaie de récupérer uniquement ce to-do, je récupère bien que ce to-do. Si je change son statut en isComplete et que je raffiche tous les to-do, le statut a bien été modifié. Et enfin, si je supprime le to-do et que je rappelle la première méthode, le tableau est vide. Voilà, notre API est complète. Un petit bonus que je vous propose, c'est de gérer les erreurs. Pourquoi? Parce que si vous créez un to-do, ici on précise l'ID, et si je reclique sur le bouton, en fait on va essayer de créer un to-do qui a le même ID, ce qui est évidemment interdit, et on a une internal server error, mais j'ai pas beaucoup de détails, hormis évidemment si je regarde la console, mais dans la réponse web j'ai très peu de détails. Ce que je vous propose, c'est de rajouter un handler.
un middleware qu'on va connecter dans le pipeline ASP.NET et qui va permettre de gérer toutes les erreurs, toutes les exceptions qui vont être levées directement dans notre application. Pour ça, dans mon module, je vais créer une fonction handle exception. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je commence par écrire le statut 500, ça c'est évident. Ensuite, je vais récupérer une feature d'ASP.NET qui me permet de récupérer la dernière erreur, la dernière exception qui a été lancée. Donc je récupère la dernière erreur ici. Et je vais créer un petit type anonyme qui est un problème détail. Donc c'est une spécification standardifiée, problème détail, vous pouvez chercher sur Internet. Et je vais écrire dans ce détail le type d'erreur, le nom, un titre et un détail. Le détail c'est optionnel. Ici je mets la stack trace. Si c'est un site que vous publiez sur Internet, vous ne mettez pas la stack trace, c'est uniquement dans les logs que ça ira. Si j'utilise maintenant ce petit bout de code, c'est tout simple, j'ai juste à faire sur ma configuration d'application, j'ai juste à utiliser l'handler que je viens de créer en utilisant useExceptionHandler. L'handler est câblé, on va le tester tout de suite. Je vais faire une requête post, tout se passe bien, et je fais la deuxième requête post et j'ai bien un internal error. Mais cette fois j'ai une réponse avec le détail qui contient toute la stack trace, le titre qui me dit attention, tu as déjà un item avec la même clé. Donc voilà pour cette démonstration, j'ai été très rapide, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.